Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre d'information sur le projet du Réseau Express métropolitain, le REM, pour l'Île des Sœurs. Alors, bienvenue à tous et à toutes et merci. J'espère que vous avez eu l'occasion déjà de profiter de nos portes ouvertes, d'échanger avec l'ensemble de notre équipe que je remercie. Mon nom est Pierre Guillot-Urtubise, c'est moi qui vais animer cette soirée d'information. Je vous présente immédiatement les gens qui sont assis avec moi à l'avant et ensuite je vous explique le déroulement de cette soirée. Alors, au bout de la table, à ma droite, donc à votre gauche, M. Mario Beausoleil, qui est directeur des opérations pour le REM, Mme Virginie Cousineau, qui est directrice affaires publiques pour le REM, et à ma gauche, donc à votre droite, M. Radou Komarzan, responsable coordination, conception et construction chez Nouvelle Air, qui est le consortium privé qui réalise les travaux. J'en profite aussi pour saluer la présence dans la salle de M. le maire d'arrondissement, Jean-François Parenteau, ainsi que des membres de l'équipe du conseil. Alors, je vous explique un peu comment ça fonctionne. D'abord, la première chose à faire, c'est de fermer vos cellulaires ou les mettre sur la vibration, comme au cinéma. Alors, il y aura une présentation qui va nous permettre de compléter les informations que vous avez peut-être eues en participant à notre porte ouverte, mais vous allez apprendre, dans le fond, tous l'état du projet tel qu'il est rendu et ce qui est prévu. L'objectif de cette séance d'information, c'est de vous donner un maximum de prévisibilité sur ce qui s'en vient, les travaux, les mesures qui sont prévues, etc. Donc, cette présentation-là va durer de 20 à 30 minutes. C'est nos trois intervenants en avant qui vont la faire. Ensuite, il y a un micro dans la salle qu'on a baissé, là, pour pas que vous l'ayez dans le visage, mais qu'on va monter, évidemment, pour une période de questions et d'échanges. Alors, c'est très simple, c'est très convivial. Vous venez au micro, vous vous nommez, et puis vous posez vos questions, et puis on donne un maximum de réponses, tout ce qui est possible, évidemment, de fournir comme information à ce stade-ci du projet. Je vous demanderai comme seule règle principale d'être respectueux des opinions des uns et des autres, soit les gens qui sont dans la salle, soit les gens qui sont assis à l'avant, de faire de courts préambules et de vous limiter à 2 questions par personne si c'est possible. Si vous en avez plus, c'est juste pour laisser un flot de gens qui roulent, là. Vous pouvez toujours revenir, puis on va répondre à toutes les questions, mais pour assurer la prise de parole d'un maximum de gens. Alors, donc, c'est notre seule règle de fonctionnement. Alors, à la fin de l'Assemblée, vous pourrez retourner à l'arrière, voir les panneaux d'explication, rediscuter personnellement avec les différents experts, si vous le souhaitez, pour avoir des compléments d'information. Alors, ça va à tout le monde? Alors, sans plus tarder, Mme Virginie Cousineau, directrice des affaires publiques du REM, pour la présentation. Alors, bonsoir. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Ça nous fait vraiment plaisir. On a eu déjà la chance d'échanger avec plusieurs d'entre vous sur le projet du REM. On était déjà venus vous voir en 2016. On avait fait des portes ouvertes. Alors là, on vient vous voir. Le projet se concrétise. Les travaux s'en viennent dans votre secteur. Donc, c'est ce qu'on va vous parler ce soir. Mais on va assurément revenir vous voir aussi souvent que requis. Alors, comme on l'a souligné, ce soir, on va vous présenter un peu le REM. Peut-être que certains le connaissent plus que d'autres. On va parler plus spécifiquement du REM à l'Île des Sœurs et on va aussi vous présenter les grands concepts de l'architecture de la station, les voitures du REM et enfin, on va vous présenter les travaux qui sont à venir dans votre secteur jusqu'à l'été prochain, donc à l'été 2020. On va revenir vous voir en courant d'année 2020 pour vous expliquer en fait les travaux qui vont suivre après l'été 2020. Donc, on y va par grands segments. Quelques mots sur le réseau express métropolitain. Donc, c'est un réseau de métro de 67 km. Vous le voyez à l'écran, c'est cette ligne verte Limla qui part de la rive sud, qui est au centre de l'autoroute 10, au centre du pont Samuel de Champlain. Vous allez voir des vidéos de tout cela. A un arrêt à l'Île des Sœurs, bien entendu, et poursuit sa route jusqu'au centre-ville au niveau de la gare centrale. Le REM va poursuivre sa route dans le tunnel historique sous le Mont-Royal et aller jusqu'à la Deux-Montagnes. En fait, on va complètement convertir la ligne de train de banlieue qui existe à Deux-Montagnes. C'est un mode de train lourd et on va la convertir en métro léger automatisé pour qu'évidemment, on ait une antenne jusqu'à la Rive-Nord.
On va également déployer 2 antennes dans l'ouest de l'île, donc une jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'axe de l'autoroute 40, et une vers l'aéroport Montréal-Trudeau. Donc, on sait, c'est un lien qui est attendu depuis des décennies, d'avoir une desserte efficace pour aller à l'aéroport. Donc, le REM, c'est 67 km de corridor de métro qui comporte 26 stations. C'est littéralement le double, en fait, on va doubler le réseau du métro de Montréal qui, lui, fait 71 km. Donc, on voit à quel point on va ajouter en termes de mobilité dans la grande région de Montréal, autant de la rive sud à la rive nord, dans l'ouest de l'île. Un élément important, le REM va être connecté au réseau du métro. Donc, on a 3 connexions. D'abord avec la ligne orange au niveau de la gare centrale Bonaventure. Une connexion au niveau de la ligne verte à la station McGill et également une connexion au niveau de la ligne bleue à la station Édouard-Montpetit. En fait, on est en train présentement de construire 2 stations dans le tunnel historique du Mont-Royal. C'est pas rien comme défi. Et ce qui va nous permettre, entre autres, avec la station Édouard-Montpetit, d'avoir la station, la deuxième plus profonde en Amérique du Nord. Donc, encore là, une belle innovation. Pour le secteur de l'île des Sœurs, bien, vous allez avoir une station de métro sur votre territoire. C'est exactement ce qu'est le REM. Donc, évidemment, ça va vous permettre d'avoir évidemment une arrivée d'un mode structurant. On sait comment ça a un effet bénéfique dans le développement des quartiers. Ça va vous donner également une nouvelle offre de services en transport collectif. Je le répète, on est dans un mode de métro. Donc, en heure de pointe, vous allez avoir un métro qui va passer à chaque 2 minutes 30 à l'île des Sœurs pour vous amener soit au centre-ville, soit sur la rive sud. Et en dehors des heures de pointe, on parle donc d'une fréquence aux 5 minutes. Donc, imaginez à quel point vous allez avoir une offre de transport collectif extraordinaire, presque 20 heures, en fait presque 24 heures par jour, parce que le REM est ouvert 20 heures par jour, de 5 heures du matin à 1 heure du matin, 7 jours sur 7. Alors, imaginez comment ça va changer votre déplacement. Aussi, le REM va vous donner accès à d'autres destinations, à de nouvelles destinations. J'ai parlé des connexions avec les stations McGill et Édouard-Montpetit, le nouvel accès à l'ouest de l'île, le nouvel accès au niveau de l'aéroport et évidemment de la rive sud. Donc, vraiment, on va multiplier vos possibilités de déplacement avec le REM. Le REM a été lancé en 2016. Les travaux ont été lancés en 2018 et se déploient en fait sur l'ensemble des 4 antennes. Donc, même si le REM va être mis en service progressivement, il y a quand même des travaux dans toutes les antennes, autant de la rive nord, de l'ouest de l'île et évidemment sur la rive sud. Donc, si on parle de la mise en service dans votre secteur, le tronçon entre la gare centrale et la station de terminal Rive-Sud va être mis en service à la fin de l'année 2021. Ensuite, on va mettre un deuxième tronçon en service à partir de la station du Ruisseau jusqu'à la gare centrale en 2022. Et finalement, les 3 antennes dans l'ordre que je vous présente, Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et Deux-Montagnes, vont être mises en service en 2023. Donc, mise en service graduelle, mais pour l'île des Sœurs, dès la fin 2021, un nouveau réseau de métro. Plus spécifiquement sur l'île des Sœurs. Donc, il y aura une station. Vous avez ici à l'écran l'emplacement de la station. Elle est au centre de l'autoroute. Dans quelques instants, je vais vous présenter une vidéo de drone, en fait, qui va bien vous aider à visualiser. On a un accès qui se fait sous l'autoroute par un tunnel piétonnier. Et ici, la portion que vous voyez en bleu, c'est un aire où il y aura les quais d'autobus, que la STM, dans le fond, va revoir son offre de service pour avoir un meilleur rabattement. Donc, votre offre de service, elle va changer. La STM qui est ici ce soir, vous en a parlé un peu, il y a un processus de consultation qui est en cours. Il y a évidemment des espaces de dépose minute. Il n'y a pas de stationnement incitatif à la station Île-des-Sœurs. C'est un choix qu'on a fait dès le départ. En fait, ce qu'on souhaite, c'est avoir un rabattement autobus pour qu'il y ait le maximum de personnes qui accèdent à une station du REM sans avoir à utiliser sa voiture personnelle. Il y a évidemment des supports de vélo également. Le REM va continuer sa route. En fait, dès maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir, ça va être plus concret. Alors ici, on voit le tablier au centre de l'autoroute, qui est le tablier qui sera utilisé par le REM. Et ce trou que vous voyez ici, eh bien, c'est la future station
Île des Sœurs. On voit ici le REM qui fait un tour d'oiseau 360 degrés autour de la station. Alors, il y aura un accès par tunnel piétonnier de ce côté-ci et de ce côté-ci, et la station est littéralement au centre. Donc, et on va vous expliquer ça dans le détail. On va commencer donc ces travaux-là dans les prochains jours, incluant la station. Et là, ici, on voit, le REM va poursuivre sa route, donc toujours au centre de l'autoroute, dans ce corridor qui lui est dédié, parce qu'il doit traverser le chenal de l'île des Sœurs, qui est juste ici. Alors, vous allez voir, le drone, il va littéralement suivre la route du tracé du REM. Il va enjamber la portion de l'autoroute de 15 qui va direction Montréal. Et ici, il va emprunter donc un pont. On voit que la jetée pour la construction de ce pont-là est déjà en construction. La deuxième arrive ici. Et ce pont-là, qui est un pont routier temporaire, sera démoli à terme puisqu'il a été prévu d'un point de vue temporaire. Le REM va poursuivre sa route, enjamber tout le secteur du boulevard Gaétan-Laberge et va donc être en structure aérienne dans le secteur de Pointe-Saint-Charles. On voit ici les piliers et la structure qui est donc déjà en termes aussi de construction dans le secteur. Et il va poursuivre sa route jusqu'au centre-ville de Montréal pour entrer à Gare Centrale. Donc, on voit à quel point c'est une structure aérienne qui va évidemment permettre de redévelopper tout le secteur et donc, on va s'avancer comme ça jusqu'au centre-ville de Montréal. Maintenant, quelques mots sur l'architecture des stations et les voitures. On aurait souhaité ce soir avoir des rendus architecturaux spécifiques à la station Île des Sœurs. Malheureusement, ce développement-là est toujours en cours. On est dans un mode de ce qu'on appelle conception-construction. Donc, c'est que quand il y a des éléments de la conception qui concernent, par exemple, les fondations, les travaux sont entamés pour cette portion-là. Et au fur et à mesure que la conception avance, dans le fond, on avance les éléments de construction. Donc, l'architecture très spécifique à l'Île des Sœurs, elle est toujours en cours, mais ce qui est important pour nous de souligner, c'est que toutes nos stations, les 26 stations, ont des éléments communs au niveau de l'architecture. Donc, ces éléments communs-là sont au nombre de 3. D'abord, on utilise énormément dans le revêtement extérieur de nos bâtiments les lignes. On sait, le REM, c'est un métro automatisé qui va amener énormément de mouvement dans la métropole, de fluidité. Alors, nos architectes ont décidé d'utiliser, de représenter cet élément-là de mouvement par des lignes qui sont soit verticales lorsqu'on fait des déplacements horizontaux, parce que nos stations seront équipées d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et d'escaliers, ou des lignes horizontales lorsqu'on est donc dans le mouvement du train. Tous nos édicules sont faits d'un revêtement de verre, donc ça amène énormément de lumière naturelle au niveau des stations. Et ça aide également au sentiment de sécurité, de vue et être vu, parce que vous avez, dans le fond, une vue de l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. En fait, toutes nos stations ont également des plafonds faits de bois. Évidemment, ça amène énormément de chaleur et on sait à quel point c'est un matériau qui est important au Québec. Toutes nos stations, au niveau des aménagements extérieurs, ont également ce qu'on appelle des places d'entrée. Donc, on a vraiment, pour chacune de nos stations, travaillé le mouvement du piéton, de l'usager, vers un point focal, donc une place d'entrée de la station, qui va être aménagée aussi avec des îlots de biodiversité, comme on voit ici. Donc, on cherche à créer cet élément convivial-là. Évidemment, on a pensé, comme je mentionnais, au niveau des déplacements. Le mobilier urbain aussi, tout est là pour créer une atmosphère conviviale qui s'intègre dans vos quartiers. Au niveau de l'intérieur, donc, les stations du REM, ce sont des édicules, ce sont quand même des petites insertions urbaines, ça fait à peu près 80 à 100 mètres de long, et ce sont des édicules fermés. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez attendre les REM, bien que vous ne l'attendrez pas longtemps avec la fréquence de service, à l'intérieur, dans des bâtiments qui sont fermés et ventilés. Le REM également, il y a des portes palières. En fait, c'est une première au Canada. On aura donc des portes qui ne s'ouvrent que lorsque le train est en station. Donc, ça vous permet d'attendre le train, évidemment, au confort, à l'abri. Toutes les stations du REM seront accessibles universellement et le Wi-Fi sera également disponible sur l'ensemble du réseau. Ici, vous avez un rendu architectural d'une station qui n'est pas celle de l'Île des Sœurs, qui est celle de Panama, mais qui vous donne un peu
une impression de ce que ça pourrait ressembler parce que la station Panama, elle est configurée un peu comme la station Île-des-Sœurs, c'est-à-dire qu'elle est au centre de l'autoroute et elle est accessible par un tunnel sous les voies. Donc, on voit dans ce rendu la place d'entrée, le mobilier urbain, l'espace pour les autobus. On voit ici qu'on a vraiment pensé au cheminement piéton et au cheminement cycliste. Assurez-vous que l'année prochaine, quand on va venir vous voir, on va pouvoir vous présenter les rendus architecturaux spécifiques à votre station. Enfin, avant de passer la parole sur les travaux, quelques mots sur les voitures du REM. Donc, le REM, c'est un mode de métro. Alors, on voit ici un rendu 3D animé. On voit ici les fameuses portes palières qui s'ouvrent quand le REM est en station. Le REM, c'est un métro automatisé. Donc, il n'y a pas de chauffeur au bout des voitures, ce qui nous permet d'avoir des baies vitrées panoramiques. Le REM, c'est évidemment, il y a un espace pour les personnes à mobilité réduite ou les familles avec poussette qui est réservé à même les voitures. Le REM a également une configuration de type BOA qu'on appelle. Donc, comme un peu comme les voitures Azur, vous allez pouvoir circuler d'une voiture à l'autre. Donc, tout est fait de manière fluide. Les voitures sont équipées de Wi-Fi. Elles seront chauffées l'hiver, climatisées l'été. Et encore une fois, on voit ici à quel point le fait d'avoir des baies panoramiques aux embouts des voitures vous permet d'avoir une vue extraordinaire sur la ville, l'entrée de ville et pour, évidemment, l'île des Sœurs aussi. Alors, avant de passer la parole, je voulais simplement vous mentionner comment le projet est développé. Il y a plusieurs partenaires qui travaillent avec nous. D'abord, Bureau de projet REM, on est les promoteurs du projet. On a 2 consortiums avec nous qui travaillent aussi à réaliser le projet. Donc, le consortium Nouvelle Air, qui est chargé de la conception et la construction des infrastructures du REM. Donc, évidemment, tout ce qui est les rails, les stations, les infrastructures ferroviaires. Et on a un groupe qui s'appelle GPMM qui, lui, fournit les voitures donc, du REM et va exploiter le REM pendant 30 ans. On a également plusieurs groupes de travail, comités de travail avec plusieurs parties prenantes qui sont évidemment dans le secteur. Donc, par exemple, dans le secteur spécifique de l'île des Sœurs, il y a des rencontres et des comités de travail avec PJCCI, qui s'occupe du pont Jacques-Cartier, SSL, que vous connaissez bien, qui a construit le pont Samuel de Champlain, avec Infrastructure Canada. Et on a également plusieurs groupes et comités de travail avec la Ville de Montréal et l'arrondissement ici pour parler de toutes sortes d'interfaces, que ce soit évidemment la gestion des impacts des travaux, les routes de camionnage, évidemment une coordination qui se fait aussi avec Mobilité Montréal pour la gestion et la mise en commun de toutes les entraves. Et on travaille également avec tous les opérateurs, donc que ce soit la STM qui est ici ce soir avec nous, mais comme par exemple sur la rive sud, c'est le RTL, on a également la STL. Donc on travaille avec tous les opérateurs pour s'assurer d'avoir une intégration du REM avec les réseaux d'autobus et aussi une intégration tarifaire. On sait ce que vous souhaitez, c'est la simplicité, c'est d'avoir un titre qui vous donne accès autant à l'autobus de la STM, au REM, au métro. Alors la RTM, présentement, est en train de revoir sa grille tarifaire parce qu'elle va faire une refonte de tous les tarifs dans la région métropolitaine et le REM sera intégré à cette grille-là. Alors, sur ça, je vais passer la parole à mon collègue Gradou qui va vous présenter les travaux qui s'en viennent dans la prochaine année. Un élément intéressant, vous allez voir à quel point, par rapport à ce que vous avez connu au niveau du pont Samuel de Champlain, nos impacts de travaux sont très limités, presque complètement confinés au centre de l'autoroute. Merci, Mme Cousineau. Alors, M. Commerçant. Alors, bonsoir à tous. Très content de vous voir en grand nombre. Je suis Radou Commerçant, je représente la partie de REM pour la construction sur votre municipalité. Le REM, effectivement, là, passe à travers 9 municipalités. Dans le cas présent, nous, en fait, sur l'île des Sœurs, on a 3 chantiers, 3 zones de travaux là, qui vont se dérouler de maintenant aller jusqu'à, en fait, là, au moins, excusez-moi, jusqu'à l'été 2020, c'est-à-dire, excusez. Pour commencer, dans le fond, ce qu'on peut voir sur la diapo suivante, c'est que dans le fond, il y a 3 zones de travaux, comme je vous explique. Il y a le pont du Chenal de l'île des Sœurs, la structure aérienne qui va faire justement la portion dans les airs qui va rendre du pont jusqu'à la station.
Puis, pour continuer dans ce sens-là, la première partie, c'est vraiment le pont qu'on est en train de vous présenter ce soir. Effectivement, c'est une conception distinctive du projet. C'est un pont de 230 mètres de long. Il est adapté uniquement à la circulation ferroviaire. Le pont, en fait, a une valeur ajoutée dans le sens qu'il va mettre les plans d'eau et les paysages urbains en valeur. Puis aussi, il y a un rappel du nouveau pont Samuel de Champlain. Il y a un petit rappel au niveau de l'architecture qui va bien se marier, disons, à l'environnement. S'ensuit la structure aérienne. En fait, celle-ci, elle se compose de 14 piliers qui font le lien entre le pont et la station. On voit qu'elle est au centre de l'autoroute sur la diapositive en vert. Puis, en fait, elle va enjamber là, la 15 Nord, comme vous voyez là. Cette structure-là, en fait, ces piliers-là sont composés de métaux de béton armé et d'acier. Ces structures-là, en fait, là, sont composées d'un caisson qui fait la fondation. Ensuite, une colonne est visible avec un chevêtre, ainsi que des poutres et un tablier qui permet de supporter le train et ses composantes. La station L'Île des Sœurs, elle, dans le fond, comme on dit, au niveau de la position, elle se trouve au centre de l'autoroute, ce qui amène son lot de défis. Hein. On ne vous cachera pas qu'il y a des défis associés à ça, mais aussi des avantages au niveau, justement, là, de se marier à l'environnement, puis, excusez-moi, au niveau de s'imbriquer dans l'environnement, tout simplement. Donc, la station, en fait, elle se compose de bâtiments puis d'aires d'accès qui vont permettre aux utilisateurs d'accéder. Le calendrier, maintenant. Dans le fond, les 3 zones de travaux, écoutez, pour 2019, c'est beaucoup d'accès au site, beaucoup de mobilisation d'équipements et d'installation de chantier, que ce soit roulotte, foreuse d'envergure, comme vous avez pu voir certains là, près du pont en ce moment. Jusqu'à l'été 2020, il y a la poursuite des fondations qui va se faire aussi, construction des colonnes chevêtres, l'installation des poutres aussi va s'en suivre. Les poutres étant faites, préfabriquées, on sauve du temps sur l'échéancier puis on impacte moins la cohabitation est plus facile, disons. Bétonnage des fondations et de la dalle de la station s'ensuit pour l'été 2020. Il y a l'installation de la structure métallique qui suivra après. Je vous remonte les 3 zones de travaux. Comme je vous ai dit, le pont est déjà bien en cours. On est de ce côté-ci, si vous me permettez, là, on est de ce côté-ci avec la fondation. Puis par la suite, on va aller de l'autre côté pour aller faire caisson, pieux et compagnie. Structure aérienne aussi, on voit bien que comme on expliquait, là, les entraves puis les zones de travaux vont être agrandies plus, puis vous allez voir plus d'action, vous allez plus voir nos équipes à l'œuvre dans ce secteur-là. Pour les impacts maintenant, dans le fond, les impacts anticipés de notre cohabitation, écoutez, bonne nouvelle, la grande majorité de nos travaux se font de jour. Donc, on peut continuer nos routines sans trop de dérangement, je dirais. L'environnement maintenant chargé quand même, hein, on va se le dire, une autoroute à 3 voies dans les 2 directions, beaucoup de travaux quand même. Donc, nous, on ne pense pas impacter énormément votre rythme de vie puis votre qualité. Donc, ça, c'est aussi au niveau de la magnitude des travaux. Je sais que vous avez vécu beaucoup de camionnage, vous avez vu aussi beaucoup de terrassement, des projets assez grands en termes de démolition puis reconstruction. Donc, nous, on est un petit peu moins là-dedans, là, je vous dirais, là, surtout avec le côté préfabriqué puis le fait que c'est vraiment des structures qui sont assez légères. Pour ce qui est je vous dirais, là, les travaux ou les opérations qui génèrent plus d'impact. On pourrait parler du forage des piliers ou le pieutage des fondations pour la station.
Par contre, je vous dirais que ces travaux-là sont de courte durée, puis sont très, très sporadiques dans le temps. On parle des fois de quelques jours, voire à 2 semaines, tout dépendant de l'ampleur et de la section des travaux où on est. Pour ce qui est des autres impacts anticipés, plus je vous dirais opérationnels, on parle du bruit, poussière, vibration. À ce niveau-là, on se situe toujours bien dans le sens que on a comme pensé les travaux en termes d'accès par l'autoroute. Puis les quantités de camionnage, tout ça, sont quand même limitées à 5 à 10 en moyenne par jour. Donc, on n'est pas, on pense pas encore une fois générer beaucoup de complications pour les gens qui, dans leur routine et tout. Par rapport à ça, quand je vous dis que les camions vont passer par le centre de l'autoroute, c'est que dans le fond, il n'y aura pas de chemin qui va être dédié dans la municipalité elle-même. On va pouvoir passer de l'autoroute en ligne droite vers le sud ou vers le nord, ce qui va limiter, disons, notre impact sur votre quotidien. Pour ce qui est je vous dirais, là, des bruits, poussières, vibrations, tout ça, on est assujetti à des normes assez strictes, puis on a des cibles que les autorités gouvernementales nous ont demandé de respecter. Le ministère le MTQ et le ministère de l'Environnement travaillent avec nous et on a des équipes très, très chevronnées là, qui s'occupent bien de maintenir nos engagements envers ces autorités gouvernementales. Les mesures d'atténuation sont assez typiques pour ce genre d'opération-là. Abat poussière, arrosage à l'occasion s'il y a beaucoup de poussière et tout. Séismographe si on est proche de certaines structures. Écran acoustique au besoin aussi. Donc, on a toute la panoplie de disponibles, puis on a les gens pour bien gérer ça, pour, encore une fois, minimiser notre impact de cohabitation. Pour ce qui est pour la surveillance, si vous voulez, ou le suivi, il y a toujours accès. De ce que je peux comprendre là, sur le site web, là, vous avez quand même accès à certaines données et tout. Donc, c'est ça. Le site web, je vais laisser mes collègues en parler au besoin. Je vais continuer avec les autres impacts. Quand je vous parlais de l'entrave à la mobilité, qu'on est quand même très content de ce qu'on a réalisé, comme je vous dis, les piétons, aucune entrave. Ça, c'est très bien. On est content d'avoir ça comme réalité. Les cyclistes, malheureusement, une petite entrave ponctuelle proche du pont. C'est mineur, malgré tout. Ça va être justement là, de courtes périodes avec signaleurs, tout ça. Il va y avoir des gens pour bien diriger, puis on s'assure de bien maintenir nos accès, puis l'accès au public. Pour les automobilistes, en fait, c'est ça. Comme je vous disais, il va y avoir une entrave qui va se faire. Sur la diapositive, on voit deux lignes jaunes. Puis en fait, c'est que nous, c'est ça, on va avoir des équipements quand même de grosse envergure, ce qui va nécessiter quand même une zone de sécurité tant pour nos travailleurs que les automobilistes. Donc là-dessus, on est content aussi de vous dire qu'il n'y aura pas d'impact malgré tout ça. De ce qu'on comprend en ce moment, il y a une voie d'autobus qui va être transformée en voie utilisable pour les gens de la route. Fait que c'est ça. On reste à 3 voies de chaque côté, un petit peu plus serré. Soyez juste un petit peu plus prudent si vous avez à passer dans ce petit secteur-là. Fait que pour moi, ça fait pas mal le tour. Je vais repasser la parole à ma collègue. Merci beaucoup. Virginie? Oui. Donc, pour terminer, en fait, l'élément qui est important pour nous de vous mentionner ce soir, c'est de vous présenter, en fait, tous les outils de communication qu'on a. Pour nous, c'est fondamental et prioritaire de pouvoir vous communiquer les travaux qui s'en viennent, les impacts anticipés, ce qu'on fait pour atténuer ces impacts-là également. Donc, évidemment, on a un site Internet. Vous avez à la table d'accueil des aimants qu'on vous invite à prendre et à mettre sur votre réfrigérateur pour être sûr de bien avoir nos coordonnées. On vous invite également à vous inscrire à nos infolettres. C'est très important parce qu'on utilise quand même ce médium-là pour envoyer de l'information.
On a également des alertes texto, SMS, qu'on utilise lorsqu'il y a des entraves non prévues ou des travaux qui devaient se faire ne peuvent plus se faire, ou au contraire, des travaux qui doivent être devancés. Des fois, c'est pour des raisons météo. Donc, dans votre secteur, il n'y en a pas en ce moment, mais s'il y en avait, vous pourriez être informé de cela en vous inscrivant à nos alertes. On a également, évidemment, les médias sociaux. On est très actifs sur les médias sociaux. On utilise beaucoup ça pour transmettre de l'information. Suivez-nous sur toutes nos plateformes. Si vous avez des questions plus spécifiques ou vous avez des questions sur le projet ou vous avez des interrogations, écrivez-nous ou appelez-nous. Encore là, sur l'aimant que vous pouvez ramasser à la sortie, il y a tous ces numéros-là qui sont disponibles. On a également un bureau des relations avec la communauté qui est en place. Donc, on a des ressources, des conseillers et conseillères en relation avec la communauté dont le mandat est vraiment de favoriser le dialogue, l'émaillage. Donc, par exemple, on est en contact avec la commission scolaire on sait qu'il y a une école dans un des bâtiments juste en face du chantier de la station. Donc, on est déjà en contact avec la commission scolaire. Ça vous montre à quel point on a déjà, donc ce bureau-là est actif à l'Île des Sœurs. On cherche aussi à faire des séances d'information comme ce soir, mais on va faire d'autres types d'activités, que ce soit avec les commerçants ou avec des réseaux plus spécifiques. Donc, assurez-vous de nous suivre en vous tenant informés. rem.info et infolette, c'est les adresses à retenir. En terminant, on a eu plusieurs fois la question, mais combien de temps ça va me prendre pour accéder au centre-ville ou aller ailleurs? Donc, on le voit ici, les temps de parcours que vous allez avoir avec le REM sont assez extraordinaires. Donc, de l'Île des Sœurs au centre-ville, c'est un temps de parcours de 6 minutes. C'est très rapide. De l'Île des Sœurs à Édouard-Montpetit, donc par exemple, les étudiants à l'Université de Montréal, les hôpitaux, on parle d'un temps de parcours de 10 minutes. Et ceux qui souhaiteraient se rendre à l'aéroport depuis l'Île des Sœurs, on parle d'un temps de parcours d'environ 30 minutes. Et ça, c'est 20 heures par jour, 7 jours sur 7, avec évidemment une fréquence de service vraiment très extraordinaire. Alors voilà. Merci. Merci Mme Cousineau. Merci, M. Comarzan. Alors, on ouvre maintenant la période de questions. J'imagine qu'on va pouvoir monter le micro un petit peu. Mon cher monsieur technicien, dont je remercie toute l'équipe d'ailleurs. Alors, monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Oui, donc mon nom est Mario Langlois. J'ai 18 questions, je vais peut-être faire le tour. Ma première question porte sur une préoccupation que plusieurs résidents ont, c'est-à-dire il y a une bonne fréquence des trains. Maintenant, qu'est-ce qui va nous garantir que lorsque le train va être plein sur la rive sud, il va avoir de la place quand il va arriver à l'Île des Sœurs? Et une autre question porte sur le nombre de places pour les vélos. Est-ce qu'il va y avoir des Bixi? Est-ce que ça va être des places pour les vélos personnels? Et quelle serait la quantité de vélos? Et j'ai cru comprendre qu'il allait en avoir 40, mais on espère qu'il y en ait beaucoup plus que ça, évidemment. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions de monsieur, puis on y répond en vrac. Alors, monsieur derrière, en vous nommant, s'il vous plaît. Robert Laniel. J'ai une question relativement aux entraves pendant les travaux. On a perdu une deuxième sortie à l'Île des Sœurs, ce qui fait que les gens de la Pointe-Nord qui veulent prendre le pont Champlain, il y a un feu de circulation qui a été mis, ce qui fait que c'est le bordel le matin. Si M. le maire est ici, j'aimerais ça peut-être qu'on pourrait peut-être avoir un petit support de policiers qui pourraient nous aider à faire la circulation le matin. Il y a encore beaucoup de gens qui hésitent beaucoup et qui ne comprennent pas très bien le fonctionnement des ronds-points. Donc, finalement, les gens attendent qu'il n'y ait plus personne dans le rond-point pour s'avancer. Puis là, nous autres, on attend pendant ce temps-là. Qu'on soit en auto ou qu'on soit en autobus, c'est le même problème. Donc, est-ce qu'on perd notre sortie encore pendant 2 ans de temps? Est-ce que c'est bien ça? OK. C'est une excellente question. Est-ce qu'on perd une sortie? Puis si oui ou sinon, combien de temps? Merci. Je vais prendre votre nom, monsieur, puis ensuite on répond. Oui, Robert Walleton. Je pose souvent la question, mais je vais entendre votre réponse. C'est est-ce que vous allez vous assurer que l'interaction avec les piétons, les vélos et les automobiles qui sortent de l'île sera élégant, efficace, et il n'y aura pas trop d'entraves? J'ai beaucoup de doutes parce que il semble que le René Lévesque, vous allez installer un stop ou quelque chose comme ça pour s'assurer que les piétons puissent passer. Moi, j'ai des inquiétudes. Merci. L'autre point, oui, c'est vélo. Il y a beaucoup de vélos de transit sur l'Île des Sœurs. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une popularité au niveau de ce lien-là.
Je vois que les gens qui arrivent de Brossard vont arriver du côté nord, puis ils vont sortir du côté sud, et ils vont se promener dans l'île. Je suis un peu perplexe. Il n'y a pas moyen de faire un lien assez direct entre les deux pour que les gens qui sont en transit n'aient pas à visiter l'île pour rien. OK? Merci. Merci beaucoup. Alors, allons-y dans l'ordre sur les questions. D'abord, celle de M. Langlois. Est-ce qu'il va y avoir de la place dans ces trains-là? Est-ce qu'ils vont arriver pleins? Puis, est-ce qu'il y aura en plus place pour vélo, à la fois dans les trains, puis sur les supports, puis les Bixi, etc.? Comment ça va fonctionner? M. Beausoleil. Bon, merci pour votre question. La place dans les trains, j'en parlais un peu à l'arrière avant la séance. Les trains, la façon que notre offre de service est bâtie, c'est en fonction des données d'achalandage qu'on a étudiées en mode théorique, bien entendu, et avec l'intervalle qu'on prévoit, donc 2 minutes et demie à l'heure de pointe, on prévoit que les trains, lorsqu'ils arriveront à l'île des Sœurs, auront environ 500 personnes à bord, sur une capacité confortable de 600. Donc, à chaque 2 minutes 30, vous allez avoir minimalement 100 places disponibles pour les gens de l'île des Sœurs. Donc, faites les calculs, là, sur 1 heure à l'heure de pointe, ça fait beaucoup de place. Parmi ces places-là, dans le train, il y a aussi des espaces pour les vélos, dont vous parliez tantôt à l'intérieur des trains, des voitures. Non, pas des trains, des voitures. Donc, il y a des places pour les vélos. Donc, par contre, c'est les mêmes principes un peu calqués sur le métro de la STM. Donc, il y a des heures où il y aura certaines restrictions dues à l'achalandage, mais chaque voiture a un espace pour les vélos. Est-ce qu'on connaît le nombre d'espaces pour vélo? Ça dépend des heures? C'est un espace par voiture. Donc, à chaque voiture, c'est un peu le principe d'avoir un espace où il n'y a pas de banc. Donc, on peut s'installer avec son vélo et ne pas nécessairement nuire à la fluidité à l'intérieur des voitures. Et on assure en même temps la sécurité des passagers si jamais il y a une évacuation à effectuer, chose qui n'arrivera pas. On ne veut pas que ça arrive. Et on met tout en œuvre pour pas que ça arrive, mais si jamais... on doit rapidement, à la station, par exemple, l'île des Sœurs, sortir les gens dans la voiture. Donc, on ne voudrait pas avoir plein de vélos dans le milieu, ni d'autres choses qui pourraient nuire à la fluidité. Si vous permettez, la question portait plus sur le nombre d'espaces de vélos qui va permettre de stationner les vélos au REM. J'allais demander ce complément d'information. Vous l'avez fait à ma place. Alors, les espaces, et puis la question de notre troisième intervenant aussi, comment on organise la cohabitation vélo, auto, piéton aux entrées de l'île. Est-ce que ça va être efficace sans entrave, etc.? Donc, pour la question du nombre de supports à vélo à la station Île-des-Sœurs, effectivement, on a un certain nombre de supports qui a été identifié. On a travaillé en fait avec Vélo Québec pour identifier le nombre de supports à l'ouverture. On a évidemment la possibilité de rajouter des supports à vélo si la demande était là. Donc, assurez-vous qu'on souhaite ardemment que les gens accèdent à la station du REM par un autre mode que l'autosolo et assurément le transport actif comme le vélo fait partie des solutions. Nous avons également une entente avec Bixi. Notre souhait, c'est que le maximum de stations du REM soient connectées dans le réseau Bixi. Vous avez déjà Bixi sur l'île des Sœurs, donc pour nous, c'est plus facile. Par exemple, dans l'ouest de l'île où Bixi n'est pas présent, mais on a quand même cette vision-là pour l'ensemble du réseau du REM. Sur la question de la fluidité des piétons, des cyclistes. Nous, évidemment, on a construit notre station, on a construit des accès conviviaux pour les cyclistes et les piétons aux abords de la station. Mais là, quand on parle de planifier le réseau pour l'ensemble de la municipalité, incluant les entrées de l'île et les sorties de l'île, là, vous comprendrez qu'on dépasse un peu le cadre de la station, mais je crois comprendre que c'est des choses qui sont en réflexion avec la ville, avec justement le PPU. On pense à regarder aussi la mobilité du secteur qui va avoir évidemment plus d'usagers. On amène une station de métro, c'est certain qu'il y a un attrait. Il y a des entreprises aussi qui vont peut-être avoir plus de facilité à recruter, donc ça va amener de l'achalandage positif dans votre quartier. Alors, ces questions-là font l'objet d'une réflexion plus large que juste le REM, là, c'est piloté par la Ville. Merci. À la question spécifique de M. Laniel sur est-ce qu'on perd une sortie, là? Est-ce qu'on continue à vivre les désagréments qu'on a vécus récemment? M. Comarzan. Oui. Alors non, c'est une bonne nouvelle à ce sujet-là. Là. On ne perdra pas la sortie. On a des plans de circulation qui sont gérés avec les autorités, puis on s'assure de garder une fluidité, puis aussi une circulation sécuritaire pour les usagers. Merci. Alors,
Donc, on a bien compris qu'il y a un certain nombre de questions qui relèvent du réseau cyclable global, qui vont plus relever des autorités municipales et d'arrondissement. Donc, nous, on va plutôt parler des abords immédiats de la station. Monsieur Langlois. Donc, j'ai 2 autres questions. Allez-y. Une qui porte sur la partie qui va chevaucher la 15 Nord. Elle va être surélevée. Est-ce qu'il est prévu, et on ignore évidemment l'impact du bruit du métro qui tourne là, sur des voies ferrées, en hauteur surtout. Est-ce qu'il est prévu un mur anti-bruit qui protégerait, par exemple, le Sax et même la Pointe-Nord, les gens de la Pointe-Nord, à ce niveau-là? Mon autre question porte sur la sécurité dans le tunnel. Il y a certaines personnes qui pourraient avoir des préoccupations de sécurité dans un tunnel, à marcher un tunnel, je sais qu'il est très large, mais est-ce qu'il va y avoir des aménagements particuliers pour rendre le tunnel, l'accès à toute heure sécuritaire? Merci. Excellente question. Je vais prendre celle de Madame derrière vous, en vous nommant, s'il vous plaît, Madame. Oui, mon nom est Geneviève Gay. Moi aussi, j'ai plusieurs questions. On nous a dit que vous aviez fait des études de circulation. Comme vous savez, il est question de densifier la population, d'augmenter la population de l'île des Sœurs. Beaucoup de gens s'inquiètent sur les accès-sorties. C'est assez vulnérable, l'île des Sœurs, pour ça. Les études ne sont pas publiques. Est-ce qu'il y a des choses... Évidemment, est-ce que vous pourriez la rendre publique? Mais deuxièmement, est-ce que vous pourriez au moins nous donner quelques grandes lignes sur les études d'impact que vous avez faites sur la circulation? Ma deuxième question concerne la zone bleue qu'on voit sur les cartes, qui est la zone, le débarcadère, la gare d'autobus, les stationnements vélos. Là, vous parlez de 20 stationnements vélos seulement en ce moment. Il y a des gens, la semaine dernière, qui en réclamaient 200. C'est quoi, vous dites, on va s'ajuster, c'est quoi, cet espace-là, il appartient à qui? Est-ce qu'il appartient au REM? Est-ce qu'il est extensible? Est-ce que vous pouvez ajouter des places de vélo? Avez-vous de l'espace? Voilà. Excellente question, Mme Gay. Je prends celle de monsieur, puis ensuite, on y répond dans l'ordre. En vous nommant, s'il vous plaît, monsieur? Oui, mon nom est Nicolas Roy. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le transfert autobus-REM. Je regardais vos plans et les autobus semblent à distance de la station. Est-ce qu'on va protéger des vents, de la pluie, de la glace? Est-ce que le transfert va se faire de façon facile? Parce que c'est là que vous risquez d'avoir la perte de temps. 6 minutes pour aller au centre-ville, mais si débarquer de l'autobus, prendre une débarque sur la glace en sortant de l'autobus, on va arriver à la ville rapidement, mais on pourrait être sujet à des problèmes. Bien, Mme Cousineau a dit que l'hôpital est à 10 minutes, là, mais on va espérer qu'on n'aura pas besoin de si rare, surtout si ce n'est pas votre destination première. Alors, les questions de M. Langlois. Impact du bruit, particulièrement la partie qui tourne et qui chevauche la 15 Nord, est-ce que c'est mesuré, puis est-ce qu'il y a des murs anti-bruit pour protéger les résidents? Donc, dès 2016, lors des audiences publiques du BAP, on a mené des études d'ambiance sonore. Donc, on a évalué l'impact sonore du REM. Comment on fait ces études-là? On prend évidemment une mesure du bruit ambiant et on fait une modélisation à savoir si le REM va ajouter du bruit. On a fait cette étude-là en 2016. On est en train de la mettre à jour, puisqu'en 2016, on n'avait pas encore choisi le consortium qui allait fournir le matériel roulant. Donc là, on sait exactement quelle voiture va rouler sur les infrastructures du REM. Donc, cette modélisation sonore-là, elle est en cours. Nous avons un décret environnemental qui est très clair. Si on a des impacts significatifs avec l'arrivée du REM dans un secteur, on doit mettre en place des mesures d'atténuation, dont, par exemple, des écrans acoustiques. Alors, on va mener ces modélisations sonores-là. Elles seront disponibles éventuellement et on les communiquera avec grand plaisir. Ceci étant dit, je pense qu'il faut quand même rappeler que le REM, c'est une technologie très silencieuse qui va remplacer les 450 autobus qui passent sur le pont chaque jour, matin, et 450 autobus le soir. Et des autobus, c'est plus bruyant qu'une voiture du REM. Donc, évidemment, les résultats en 2016 nous indiquaient qu'il n'y allait pas avoir d'impact significatif puisque le REM, il est beaucoup plus silencieux que les autobus et il est dans un corridor qui est déjà très bruyant, qui est une autoroute, en fait, le pont aussi le plus fréquenté au Canada. Donc, il n'y avait pas d'impact anticipé. Mais on va remettre à jour les études et s'il y a des mesures d'atténuation qui doivent être implantées, elles le seront.
Est-ce que c'est plus bruyant quand ça tourne que quand ça va en ligne droite, ou ça, est-ce qu'on sait ça? C'est un peu plus bruyant lorsque ça tourne, bien entendu, parce que la friction avec, c'est des roues de fer avec un rail en fer. Donc, effectivement, mais il y a des moyens, il y a une lubrification qui s'effectue au niveau des voies. Mais je reprends un peu ce que Mme Cousineau disait. Malgré tout, il y a quand même des cibles qui sont très, très restreignantes. En tout cas, elle restreint beaucoup les niveaux de bruit permis, et pour notre constructeur de la partie civile, également pour notre constructeur des trains. Donc, les trains sont bien connus aussi. Ce n'est pas les voitures, sont très bien connus dans le monde, donc ça existe déjà. Donc, on a un référentiel assez volumineux sur le bruit. On n'est pas vraiment inquiet de ce côté-là. Merci. Qu'en est-il de la sécurité dans les tunnels? Qu'est-ce qui est prévu? On parle bien du tunnel piétonnier à la station, oui. C'est bien ça. Donc, toutes les aires du REM, que ce soit des tunnels, les espaces, les places alentours où il y a les piétons, et également dans la station, sont surveillés et sont surveillés par notre opérateur. Donc, il y a des caméras partout. Il y a également des moyens de communication qui seront déployés partout. Il y a la maintenance pour, je crois que je croise un peu une autre question là, sur l'état de la chaussée, que ce soit la chaussée utilisée par les piétons ou les autobus qui peuvent aller dans ce coin-là. C'est également de la responsabilité de notre opérateur, avec des indicateurs de performance encore une fois, assez contraignantes pour ces opérations. Donc, encore une fois, des caméras partout, un centre de contrôle qui sera aussi sur la rive sud, sur lequel il y a un centre de sécurité. Donc, il y a aussi du personnel qui sont appelés à surveiller constamment toutes les stations, les voies et les aires alentour des stations également. Merci. Madame Gay, dans la perspective d'une densification, s'inquiète des impacts de circulation sur les sorties de l'île. Alors, est-ce qu'on a des études? Est-ce qu'elles sont publiques? Est-ce qu'on peut en dévoiler les grandes lignes? En fait, CDPQ Infra a mené des études de circulation pour les stations du REM, là où il y avait, entre autres, spécifiquement des stationnements incitatifs, ce qui n'est pas le cas à l'île des Sœurs. Donc, il n'y a pas de stationnement incitatif à la station. Ce qu'on a prévu, évidemment, c'est de bien planifier le nombre de quais d'autobus qui étaient requis pour la STM. Ça a été des consultations qui ont été faites de 2015-2016. Il y aura 4 quais d'autobus. Donc, là, si vous parlez des entrées à l'île, là, on parle vraiment du réseau routier municipal. Comme je vous disais, nous, on a fait nos études pour ce qui concerne la station. Et compte tenu qu'il n'y a pas de stationnement incitatif, bien évidemment, on parle donc d'accès piétons, cyclistes et autobus à la station. Okay, bien, vous parliez justement du lien là, entre les autobus. Alors, la question de M. Roy, là, est-ce quand on sort d'un autobus puis qu'on s'en va au REM, il y a de la pluie, du vent? Est-ce qu'on est protégé? Est-ce qu'il y aura des toits? Comment ça fonctionne? En fait, on a pensé, oui, c'est une très bonne question. On a pensé la configuration des entrées dont je vous parlais, là, des places d'entrée, pour ramener tout près de la station, autant le quai d'autobus, autant le support à vélo et les débarcadères, dans le fond, de personnes. Ce qu'on souhaite, c'est favoriser la mobilité durable et active. Donc, on a positionné vraiment ces endroits-là tout près de la station. Vous avez, encore une fois, l'exemple de la station Panama. On voit donc l'espace à franchir entre le quai d'autobus et la station était quand même très courte. Et soyez assurés que la sécurité, s'il y a des gens qui tombent parce que c'est glacé, ça fait partie de nos prérogatives. Avec notre consortium, il a l'obligation de maintenir évidemment les accès sécuritaires et de tout déneiger, déglacer là, lorsque, évidemment, il y a des situations comme celle-là. Et à qui appartient cette zone-là, là, la question de Mme Gay? Est-ce qu'elle est extensible? Est-ce qu'on peut mettre plus que 20 supports à vélo, etc.? En fait, le terrain nous appartient. En fait, REM est propriétaire de ces infrastructures et de ces terrains. Pour l'instant, il y a effectivement une vingtaine de supports à vélo qui a été identifié, encore là, en concertation avec Vélo Québec, qui a une très bonne expertise. Si la demande était plus importante, on a le souhait de répondre à cette demande-là. Pour nous, c'est important, justement, de faciliter l'accès par vélo. Donc, on pourra se rasseoir avec nos équipes et voir comment on peut bonifier cet espace de vélo-là, sachant qu'il y en a aussi des deux côtés de l'autoroute.
Et est-ce que ces espaces sont extensibles? Elle parlait du terrain, là. Pour l'instant, on a acquis les terrains dont on avait besoin pour le REM. Si vraiment, dans 15 ans, on voit qu'il y a une demande vraiment importante de stationnement de vélo, de support à vélo, on pourra voir ce qui est possible de faire. Mais on est très confiant qu'on a présentement l'espace de pouvoir accueillir la demande de vélo là, pour les premières années d'opération du REM, assurément. Merci. Monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Bonsoir, Sven Hubinet. First, I would just make a couple of comments. The first one is regarding how to handle bikes on trains. You should visit Copenhagen. It's very advanced in that respect. You don't mix you don't mix pedestrians and bikes. You have a desiccated section on a train for bikes, not 5 bikes in each train. That will not work. So that's just a comment. The other comment is the people here are concerned about how the station is going to look. You're showing us here an example of the Panama Station. My understanding is that the amount of space that we have available on both sides of the track or highway is not as large as what you're showing here. So could we have a promise from you that you will come back within 90 days and present us some more details about how our space will actually look like, so we can perhaps provide some helpful input in what we like and what we don't like? Yes, thank you, sir. Alors, évidemment, je vais traduire au bénéfice de l'Assemblée. Je ne l'avais pas mentionné en début de rencontre, mais si un citoyen s'adresse à nous en anglais, ça va nous faire plaisir de lui répondre, mais on va traduire. Alors, monsieur, is it Monsieur Doublet? Is that it? Dubinet. H-U. H-U, I'm sorry. Alors, M. Aubinet a posé la question de la cohabitation des vélos et des passagers dans les voitures. Et ce qu'il dit comme commentaire, c'est qu'on devrait prendre l'exemple de Copenhague et ne pas avoir quelques vélos dans chaque voiture, mais plutôt plusieurs vélos dans un seul espace, là, voiture, et pas faire de cohabitation. Alors, il dit que cette cohabitation-là est difficile. Son deuxième commentaire, c'était qu'on n'a pas encore de vue architecturale de la station et que celle qu'on nous a montrée de Panama est bien intéressante, mais il y a manifestement plus d'espace sur la vue qu'on nous a montrée qu'il y en a ici à l'île des Sœurs, selon lui. Alors, il demande si on peut avoir un engagement formel de revenir à l'île des Sœurs d'ici 90 jours pour présenter les vues architecturales de la station. So, sir will answer the questions in a few minutes. I'll take Mrs. Gay first. Alors, Madame Gay, avec vos questions, puis ensuite on répondra aux questions de M. Aubinet. Ouais, une question très pratico-pratique, là. Quand vous dites la partie qui va chevaucher l'autoroute, vous allez installer des piliers et vous dites qu'au moment de l'installation de ces piliers-là, il n'y aura aucune entrave à la circulation. J'ai un peu de difficulté à imaginer ça. Si vous pouviez l'expliquer un petit peu plus, ça serait bien. Puis pour revenir, si possible, aux études d'impact sur la circulation, moi, je pensais que les zones densifiées où on allait augmenter la population, c'était un peu à la demande du REM. Et j'espérais que le REM aurait vérifié avant d'établir des cibles de densification, aurait vérifié si le nouveau transport va suffisamment enlever d'auto pour permettre à cette population accrue de circuler normalement et de façon fluide. Et là, vous me dites, on n'a pas fait d'études parce qu'il n'y a pas de stationnement incitatif. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Merci, Mme Gay. Je vais prendre les questions de Madame et ensuite on répond à l'ensemble. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Donc, Cécilia Reynaud. Oui, le REM, c'est un beau projet, mais d'un autre côté, ça me prend, vous dites, 6 minutes pour me rendre au centre-ville, pour les gens de la Pointe-Nord, je pense. Est-ce qu'il y a des incitatifs ou quelque chose que vous allez faire pour les gens de la Pointe-Sud pour se rendre jusqu'au REM? Actuellement, pour une personne de la Pointe-Sud, de se rendre
jusque Bonaventure ou McGill. Ça lui prend 45 minutes. Donc, en quoi voulez-vous qu'une personne de la Pointe-Sud soit encouragée à aller prendre votre REM, vu que ça nous prend, rendu là, à la Pointe-Nord, ça nous prend effectivement déjà 6 minutes avec la 168. Merci, Mme Reynaud. Alors, on va prendre les questions. Sir, do you want me to answer your questions in English? Vous êtes correct en français? OK. Donc, si ça va à l'Assemblée, on va répondre en français. Ça va diminuer le temps de réponse. Alors, donc, la cohabitation des bicyclettes, vélos et usagers à l'intérieur des voitures. Est-ce qu'on peut prendre la suggestion de Copenhague, oui ou non? Puis, est-ce qu'on peut revenir d'ici 90 jours pour montrer des plans architecturaux de la station? Bon, merci pour votre question. Pour les vélos, c'est toujours un défi d'accompagner les cyclistes avec un réseau tel le métro léger qu'on met en place. Il y a des villes, effectivement, c'est une ville modèle. Si on va à Copenhague, effectivement, il y a beaucoup de vélos également. Donc, avec le climat qu'on a présentement et aussi l'environnement à travers Montréal, on parlait aussi de la connexion, par exemple, avec le métro de la STM, où il y a également des règles sur l'utilisation des vélos dans les voitures. Notre desserte également sur plusieurs stations, avec l'aéroport, avec les 3 branches. Si vous avez remarqué, là, il y a la branche Rive-Sud qui finit par se décupler en 3 branches, une vers Saint-Eustache, l'aéroport et Sainte-Anne. Ça crée une certaine complexité également dans la gestion de l'utilisation du métro également et les capacités requises. Donc, mais par contre, on prend vraiment votre suggestion. On est toujours à l'affût des bonnes pratiques mondiales et on a un aménagement prévu dans notre métro initial, mais le métro va vivre pendant longtemps, 35 ans, et minimalement 35 ans, les voitures qu'on fait l'acquisition présentement. Et il n'y a rien qui ne nous dit pas que dans quelques années, on ne revoit pas notre aménagement intérieur. Merci. Merci de votre suggestion. Merci, M. Beausoleil. Sur les plans architecturaux. Oui, donc les plans architecturaux, on sait que c'est largement attendu, sont en cours de production. Malheureusement, 90 jours, je ne peux pas m'engager à ça ce soir, mais dès que ça sera possible, on va vous les communiquer. On voit ici la travée centrale, donc on travaille avec évidemment l'espace et la travée centrale, elle est la même pour tout le pont, le Samuel de Champlain, et également pour le corridor de la Rive-Sud. Donc, on est vraiment dans les mêmes insertions qu'on peut voir à Panama et on va vous revenir dès que possible avec les rendus. On sait à quel point vous êtes impatients de les voir. Merci. Madame Gay veut être bien certaine qu'installer des piliers, ça ne créera pas d'entrave. Alors, M. Commerçant. Oui, bonne question en fait. Effectivement, il va y avoir des entraves, mais ça va être de nuit. L'impact est limité parce que, premièrement, comme je vous expliquais, certaines parties de l'installation de la structure est préfabriquée. Donc, on va soit lever le morceau puis l'installer, ou sinon on va faire du bétonnage de nuit, des choses comme ça. C'est des opérations plus, comme je vous disais, là, de court terme, qui sont limitées dans le temps. L'autre chose qu'on garde en tête, qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a aussi l'opportunité de s'arrimer avec les autres entrepreneurs. Fait que quand ils font des travaux dans le secteur, on en profite pour faire les nôtres, là, sans plus impacter votre quotidien. J'espère que ça répond bien. Merci. Les études d'impact sur la circulation. Mme Guy était sous l'impression que la densification, c'est un peu le REM qui l'a demandé à cause de projections. Est-ce que c'est le cas? Puis qu'en est-il exactement? En fait, non. La CDPQ Infra ne fait aucune planification du territoire autour des stations du REM. Nous, dans le fond, on a le gouvernement du Québec qui nous a demandé d'étudier 2 projets à l'origine, dont le fameux projet de l'amélioration de la desserte de la Rive-Sud jusqu'au centre-ville de Montréal. On sait que c'est une desserte de transport collectif par autobus qui est là depuis 1978 de manière temporaire.
qui est extrêmement achalandé, qui est arrivé à saturation. Et donc, depuis déjà des décennies, on étudie cette idée-là de convertir un corridor autobus par un mode plus structurant, qui est le métro léger. Et l'idée d'avoir une station à l'île des Sœurs fait donc partie aussi du bagage historique pour améliorer votre desserte. On sait à quel point l'amélioration du transport collectif dans votre secteur est important pour accéder au centre-ville. Donc, on a répondu à la demande du gouvernement d'améliorer le service dans votre secteur. La question de la densification autour des stations, c'est vraiment plus quelque chose qui est piloté par la communauté métropolitaine de Montréal, qui dit essentiellement, lorsqu'il y a une station de métro, il y a là l'opportunité de créer un développement résidentiel ou un développement autour du transport structurant qui est un métro. Donc, on appelle ça des Transit Oriented Development. Et c'est dans ce sens-là, je crois qu'il y a cette volonté de dire si les gens ont accès rapidement, très proche d'une station de métro, le besoin d'une automobile devient moindre parce qu'on peut se déplacer rapidement partout sans avoir utilisé une voiture personnelle. Donc, c'est un peu ça la philosophie de la CMM via les TOD. Mais je veux juste être clair, le REM n'a jamais édicté des principes de densité. On ne fait pas de développement immobilier en aucun cas. Merci. À la question de Mme Reynaud, qu'est-ce qui se passe pour les gens de la Pointe-Sud, là? Quel est l'incitatif pour se rendre plus vite à la station du REM? Vous avez parlé de la STM un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres? Oui, en fait, l'objectif, c'est qu'il y ait des rabattements autobus qui soient, dans le fond, planifié, développé pour vous amener rapidement à la station de l'île des Sœurs. C'est la raison pour laquelle la STM est ici ce soir avec nous. Ils sont en train de revoir l'ensemble de leur réseau. Je comprends aussi de votre intervention que la 168 vous amène aussi rapidement au centre-ville, mais la 168 doit vivre les aléas du trafic, autant au centre-ville que, évidemment, sur l'autoroute Bonaventure. Donc, ça, c'est une des choses qui vient être complètement éliminée avec le REM, puisque nous sommes sur notre corridor 100% en site propre qu'on appelle. Donc, en aucun cas, il peut y avoir une interface d'une voiture, d'un cycliste, d'un piéton sur notre emprise. Donc, on a un temps de parcours de 6 minutes fiable, garanti, avec une fréquence qui, je crois, dépasse celle de la 168. Donc, je pense que pour tout le monde à l'île des Sœurs, il y a une importante bonification de l'offre de transport collectif avec le REM. Merci. Alors, ceux et celles qui étaient là aux portes ouvertes au départ ont pu avoir l'occasion de discuter avec Mme Paradis et Mme Rajesson de la STM. Elles seront aussi là à la fin de l'Assemblée si vous avez des questions particulières ou des propositions à leur soumettre. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Louise Poulain, j'allais dire marcheuse, de la Pointe-Sud. Et ce que je vois dans tout le développement, c'est que vous avez, d'après la propriété que vous avez, l'accès piéton, oui, c'est ça, l'accès piétonnier ou vélo provient de la Pointe-Nord. Or, on sait que le core, la vie à l'île des Sœurs tourne autour beaucoup de la place du commerce et je ne vois pas d'entrée piétonnier qui va direct, c'est-à-dire ou en vélo ou en autobus, on fait le grand tour ou en auto même, mais il n'y a comme pas d'ouverture du centre, du cœur de l'île des Sœurs vers vous. Et je comprends, vous avez bien sûr expliqué que ça va être dans le plan d'urbanisme, mais je pense qu'à une certaine façon, vous êtes un peu... vous avez cette vision-là qu'on aimerait aussi, dont on aimerait bénéficier. Fait que ça, c'était ma première question. J'en avais une autre. Bon, je pense que vous êtes régi par le 1% en art public. Et encore une fois, souvent, on va mettre l'art public dans le bâtiment, mais j'essayais d'ouvrir aussi la même chose, comment le REM peut être ouvert sur les citoyens, le territoire, en pensant que l'art public pourrait peut-être déborder sur vos voies d'accès. Merci. Merci. Deux excellentes questions. Madame, en vous nommant, s'il vous plaît. Merci. Je suis presque naine. Claudine Cyr. Concernant deux questions déjà au préalable, le tunnel et la sécurité. Je voulais juste vous mentionner que nous sommes presque 20 000 citoyens à l'île des Sœurs. C'est merveilleux, nous avons des pompiers, mais on n'a pas de service de policiers. Alors, quand vous dites que oui, il y aura des caméras, puis il y aura quand même une surveillance et un agent, il
faudrait peut-être penser à quel sera le temps de service qui va nous arriver. Ça ne peut pas toujours être les pompiers, d'accord? C'est 20 000 citoyens, c'est quand même pas rien. Deuxième chose, Madame, vous nous avez parlé des ascenseurs et aussi des escaliers. Pouvez-vous me dire, est-ce que ce sont des escaliers mobiles ou escaliers? Et pourquoi? Parce que monsieur a parlé de Copenhague, mais une des meilleures villes au monde pour un REM, c'est Séoul. Et Séoul, il y a un escalier que nous, on a tendance à appeler l'escalateur, l'escalier mobile. Eh bien, un petit tapis roulant, tout petit, juste 6 pouces à notre droite, et les gens déposent leur vélo, ils le tiennent et ça monte tout seul. Pourquoi? Parce que c'est sécuritaire. Le vélo, le gars se retourne, tu as un coup de vélo, tu t'en vas dans l'ascenseur. Il n'y a jamais personne avec le vélo dans l'ascenseur, ni avec les escaliers. Mais l'escalier mobile, c'est tellement génial, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille voir ça. Et c'est comme ça. Et vous tenez seulement votre siège. C'est impeccable pour la sécurité de tous. Voilà. Ben, moi, je suis disponible pour y aller à Séoul, là, si jamais ça... Je dis ça comme ça, monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît. Mon nom est Pierre Gastaldi. 2 petites questions. Est-ce qu'il y a une dépose minute du côté de la Pointe-Nord? Et deuxièmement, le fait qu'il n'y ait aucune espèce de supervision à l'intérieur des véhicules, comment vous voyez les problèmes d'incivilité qui ne manqueront pas de se manifester? Merci. Alors, donc, 6 très bonnes questions. Alors, est-ce qu'il y aura un accès plus direct au cœur ou à la place du commerce que ce qui a été montré sur cette image? Donc, l'accès au niveau de la Pointe-Sud se fait par le boulevard, la rue du Pont. Et je comprends qu'il n'y a pas de connexion de la rue du Pont, par exemple, à la place du commerce. Alors, c'est des choses qui sont regardées par votre arrondissement, qui font partie de la proposition qui est en cours de consultation au niveau du PPU. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ces choses-là sont regardées. Je crois que vos préoccupations ont été bien entendues de la part de vos élus et de l'administration. Il faut comprendre que ces accès-là se font sur le domaine privé. Hein. Ce sont des entreprises qui sont propriétaires. Donc, il y a quand même là les autorités compétentes, c'est vraiment les autorités municipales pour appliquer ou mettre en œuvre ce lien-là. Donc, mais sachez qu'on travaille étroitement avec la Ville dans toutes sortes de forums, comme je l'ai mentionné, pour s'assurer que ça soit le plus efficace possible pour tout le monde. Mme Poulin voulait savoir si le 1 % dédié à l'art public était nécessairement dans la station ou on pouvait envisager que ça déborde. Donc, le REM, effectivement, on est assujetti à la règle du 1 %, donc le programme d'intégration des arts à l'architecture du ministère de la Culture et des Communications. Il n'est pas impossible que les œuvres d'art soient à l'extérieur. On n'a pas encore défini ce détail-là. On va initier, dans le fond, notre processus de concours l'année prochaine avec le ministère, mais on prend bonne note de ce souhait-là d'avoir donc une œuvre d'art à l'extérieur pour votre secteur. En tout cas, il y aura un intérêt à l'île des Sœurs. Alors, merci. Mme Cyr veut connaître des impacts sur le temps de réponse des policiers s'il y a des enjeux de sécurité dans les tunnels. Oui, le REM va bénéficier d'une équipe de surveillants, quand même, qui vont arpenter le REM. En plus du personnel qui est attitré à la sécurité, comme je parlais tantôt, au centre de contrôle, il y a également un règlement sur l'utilisation du REM qui est assez près des règlements usuels dans l'utilisation des transports en commun, qui donnera le pouvoir à ces gens-là d'émettre des contraventions et d'intervenir. En plus, il y a des ententes de collaboration avec les services des autorités, c'est-à-dire les services policiers, les divers services policiers, parce qu'avec l'emprise du pont Samuel de Champlain, ça crée aussi d'autres enjeux au niveau, par exemple, de la Sûreté du Québec, là, qui est responsable au niveau du pont Samuel de Champlain. Donc, il y a des ententes de collaboration du personnel qui arpente notre réseau et un règlement qui leur permettent d'agir sur le champ si on observe des incivilités. Est-ce qu'on est déjà en train d'évaluer des temps de réponse potentiels ou on n'est pas rendu là dans ce niveau de détail? Pas encore rendu au temps d'intervention, mais ce qu'on souhaite, c'est des interventions le plus rapidement possible. C'est certain qu'on ne peut pas, à chacun des endroits, avoir du personnel à pied d'œuvre, c'est-à-dire être présent à chaque endroit. C'est comme de
prévoir d'avance tout ce qui va se passer. Mais par contre, on peut vous assurer qu'il y aura une présence tout à fait adéquate pour avoir des temps de réponse tout à fait comparables à d'autres réseaux équivalents à notre réseau, là, comme par exemple à Vancouver, il y a un réseau en automatisme intégral qu'on est en contact régulier avec eux pour voir comment ils sont justement organisés point de vue sécurité et aussi sur les temps de réponse. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous démêler ascenseur, escalier fixe, escalier mobile, escalier coréen avec petit tapis roulant? Qu'est-ce qu'on prévoit? En fait, on a effectivement des escaliers ordinaires, des escaliers mécaniques, donc escalators, et on a des ascenseurs. Donc là, pour l'instant, sur la question très spécifique, est-ce qu'il y a un petit tapis réservé au vélo à côté de l'escalier mécanique? Je crois que non. Mais on prend bonne note là, donc, de cet exemple-là de Séoul et on pourra regarder si du côté de l'escalier ordinaire, on voit ça dans la STM, dans le réseau de la STM, là, il y a une voie qui est réservée là où il y a des stations très populaires par les cyclistes. Merci. Alors, à la question de l'incivilité de M. Gastelli, on a répondu, mais dépose minute côté nord, ça, on n'a pas répondu. Je devrais vérifier, mais ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas de dépose minute du côté nord. Toutefois, le secteur de Claude Rubitel sera, tout le rond-point va être revu avec le REM. On va créer une intersection en T, justement parce que le flot de piétons fait en sorte qu'on n'est plus dans un gabarit sécuritaire avec un rond-point. Alors, on pourra réfléchir avec la Ville s'il y a des espaces qui pourraient être réservés d'un dépose-minute, mais la configuration, donc, de l'autre côté va être modifiée avec l'arrivée du REM, mais cette modification-là va venir plus tard. On parle de 2021. Merci. Madame Envounement, s'il vous plaît. Sarah Taillot. Je trouve ça super intéressant. J'ai très hâte de prendre le REM. Je pense que ça va susciter beaucoup d'engouement pour ce nouveau service de transport en commun. Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui ont eu avec est-ce que vous avez eu des discussions avec la STM? Parce que je pense que ça va créer beaucoup d'engouement à Bonaventure, Gare Centrale. Il y en a déjà beaucoup. Il y a déjà une surutilisation, je pense, du métro. Puis je veux savoir, est-ce qu'en tant qu'utilisatrice, on est rassuré? On a bien beau se rendre en 6 minutes, mais comment après on va se rendre au travail? Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Merci. Merci. Monsieur Houbinet. Thank you. Your answer to my question was fairly satisfactory, but I would like to make an addition based on what I've heard since. My understanding is that the city is waiting for information from you and also from the STM. So when you make your next presentation with the nice views, could you also invite those players so when we ask questions, we can get comprehensive answers, not only your answers, but also the integrational answers? How does the buses come, where from, what frequency, and also how does the city provide access? How do they, in terms of cars, bicycles, pedestrians? Thank you. Alors, thank you, sir. Alors, monsieur pose, il dit que la réponse à vos questions était satisfaisante, là, bien qu'il manquait certains détails. Alors, il se demande si, lorsqu'on va pouvoir fournir des informations supplémentaires, tant sur l'architecture que les nouvelles fréquences d'autobus, etc., si on pouvait s'assurer non seulement d'inviter la population, mais s'assurer que les représentants de la ville et de l'arrondissement puissent être présents aussi, pour que les citoyens puissent s'assurer d'avoir le portrait complet, pas seulement ce que les représentants du REM en disent, mais aussi ce que les représentants municipaux en disent. We'll answer these questions, sir, in a few minutes. Alors, monsieur Envounement, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Jade Coriatier. Vous dites comme quoi on connaît les voitures qui seront utilisées sur le REM. Est-ce qu'elles ont été testées pour l'hiver et est-ce qu'il y a une garantie de service durant la période hivernale? Merci. Vous avez pris votre rendez-vous pour vos pneus d'hiver, vous, monsieur? Oui, on voit que ça vous préoccupe. Alors, on répond aux questions d'abord de Mme Taillot. L'achalandage Bonaventure et Gare Centrale, qui est déjà assez utilisé, est-ce qu'on a évalué avec la STM l'impact? Merci pour votre question. On est très content d'entendre que vous voulez utiliser le REM. Beaucoup. Effectivement, on est en discussion constante avec la STM pour l'intégration des réseaux. Que ce soit au niveau des lignes, des routes d'autobus, vous en parliez tantôt, la Pointe-Nord, la Pointe-Sud, bon. Mais au niveau du métro, c'est la même chose. Comme par exemple, dans nos discussions,
on en est venu à la conclusion que les connexions, par exemple, sur les derniers REM et les derniers trains de la ligne orange seront faits, de sorte que les gens qui veulent se rendre au centre-ville ressortent vers l'île des Sœurs, par exemple, et s'ils prennent le métro, pourront prendre la connexion avec le REM pour se rendre à l'île des Sœurs. Donc ça fait partie de l'intégration qu'on tente de faire également. Pour ce qui est de l'achalandage, le REM, vous voyez aussi, il va également vers McGill. Donc, Bonaventure, aujourd'hui, bien entendu, les autobus arrêtent pas mal tout au TCV pour ce qui vient de la Rive-Sud, mais lorsqu'on arrive à Bonaventure, bien entendu, ça crée un certain goulot, si on peut l'appeler ainsi. Nous, le REM, il va quand même continuer à McGill, où vous avez aussi une connexion avec la ligne verte. Donc, ça vous donne un deuxième chemin également, pour ne pas dire, même si on sait que nos gens de la STM sont très performants, ça arrive que le métro pourrait avoir un petit problème sur une ligne, par exemple, et on a connecté sur 2 lignes. Et aussi, la même chose pour le REM, si jamais... chose qui ne devrait pas arriver, mais si jamais il y a des petits pépins, vous allez également avoir 2 accès, pour ne pas dire 3 avec la ligne bleue, mais surtout ligne verte et ligne orange. Donc, ça fait partie de l'intégration. Mais on est très conscient aussi que la station Bonaventure, avec tous les accès au Centre Bell, par exemple, et tous les grands événements alentour de la place Bonaventure, ça crée beaucoup d'achalandage à la station. On y travaille, on est encore une fois en coordination avec la STM pour tenter d'améliorer la fluidité dans ce coin-là. Alors, gardez le micro et on pourrait en profiter pour répondre aux questions de l'hiver. Est-ce que ça a été testé? Est-ce qu'il y a des garanties, etc., sur ces voitures? Bon, pour ce qui est de l'hiver, c'est un souci que nous avons tous. Donc, dès le début, à l'apparition des appels d'offres, nous avons mis des clauses très sévères sur l'acclimatisation plutôt de nos voitures au climat de l'environnement de Montréal. Et également, nous avons mis en place aussi une demande pour avoir un segment représentatif. Sur la Rive-Sud, il y aura en tout premier lieu un segment de voies installé, pas tout équipé, mais assez installé pour être capable de faire rouler des voitures sur ce segment-là en période hivernale, justement pour voir le comportement de ces voitures dans notre climat. Malgré les clauses ajoutées à ces voitures qu'on connaît par ailleurs dans le monde, par exemple, les voitures, ils ont du sable pour donner de la traction. Il y a comme des injecteurs de sable sur les roues. Pour ce qui est du Québec, c'est une première pour notre fournisseur. Nous, on a ajouté des éléments chauffants dans les tubes qui amènent le sable aux roues, en prévision justement d'un blocage potentiel dû au froid. Ça, c'est un des exemples. On a également généralement un chasse-corps sur les trains, c'est-à-dire un chasse détritus, une branche d'arbre ou quelque chose. La voiture de tête sur les trains, généralement, a un petit chasse-corps. Nous, on en a un bon. Ça va nous permettre également de maintenir le niveau d'enneigement des voies à un niveau acceptable encore plus longtemps. Et en plus, pour ce qui est de l'hiver, il y a également toute la procédure de déneigement des voies qui se met en branle à chaque nuit pour s'assurer qu'il n'y a pas une accumulation de neige au-delà de les capacités de nos voitures. Et qu'en est-il des garanties? Les garanties. Notre fournisseur de voitures est notre opérateur pour 30 ans. Donc, c'est lui qui maintient les voitures et les exploite également. Donc, en termes de garantie, ça fait partie des grandes garanties, c'est-à-dire qu'il ne nous livre pas une voiture et après, s'en va ailleurs. Il nous livre les voitures et après, il les exploite pendant 30 ans. Merci. La question de M. Aubinette. Est-ce que quand on revient parler de détails supplémentaires d'architecture de fréquence, est-ce qu'on peut s'assurer que les élus municipaux soient aussi invités, etc.? En fait, la STM est présente avec nous ce soir. S'il y a des questions pour la STM, ils sont là pour répondre à vos questions. On prend note de votre souhait de les voir à la table avec nous et également des représentants de la Ville. Donc, on prend bien note et on va s'assurer qu'on puisse avoir l'ensemble des intervenants la prochaine fois. Merci ils sont là ce soir. Oui, ils sont, comme j'ai souligné la présence de M. le maire tout à l'heure, et il y a aussi des représentants du conseil d'arrondissement. Ils ne sont pas assis à l'avant avec nous, mais ils sont dans la salle. Puis j'imagine qu'ils pourront être des vôtres à la fin de l'Assemblée pour vous donner leur point de vue s'ils le souhaitent. Merci. M. Langlois.
Une petite question de curiosité. Vous aviez présenté, dans votre présentation, Mme Cousineau, vous aviez parlé d'intégration tarifaire avec les autres, en fait, le réseau de bus de la Rive-Sud, de la Rive-Nord et de Montréal. Est-ce que dans les discussions qui a cours présentement, on prévoit aussi intégrer les Bixi dans l'intégration tarifaire? Merci. C'est tout. Merci. Monsieur Gastelli, si je me rappelle bien. Oui, merci. Merci. Une petite question. Si l'alimentation électrique se fait par caténaire, comment on va s'éviter des problèmes l'hiver, comme vous l'avez mentionné pour les voitures, mais pour l'alimentation électrique, ça pose un aussi grave problème. Merci. Alors, M. Langlois, l'intégration tarifaire, est-ce que ça inclut Bixi? En fait, c'est vraiment l'Autorité régionale de transport métropolitain qui est en train de revoir l'ensemble de la grille. Je ne pourrais pas me prononcer pour la RTM si les Bixi font partie de la planification. Je sais qu'avec la STM et la carte puce, il y a déjà cette idée-là de mettre Bixi, mais là, on parle d'une refonte pour toute la grande région de Montréal, donc les territoires de la CMM, donc c'est assez vaste. Alors, on prend note de la question, mais c'est vraiment la RTM de pouvoir répondre. Ils font des consultations sous peu, justement, pour leur grille. Alors, peut-être c'est une suggestion que vous pourriez leur faire. Merci. M. Beausoleil, l'hiver, les caténaires, l'approvisionnement en électricité de cette ligne-là, comment ça va fonctionner? Parmi les systèmes en place pour contrer les effets du climat métropolitain, bien entendu, le caténaire, c'est la captation de l'énergie pour faire avancer les trains. Donc, ça, c'est un must. S'il n'y a pas de captation d'énergie, il n'y a pas de mouvement. Donc, pour ce qui est de le climat alentour de Montréal, ce qu'on regarde en premier, c'est les effets du verglas sur nos équipements. Donc, la caténaire est un équipement vital. On a installé sur les pantographes, donc pour ceux qui connaissent un peu moins la technique, il y a deux composantes. Il y a un câble qui amène de l'alimentation et il y a un pantographe qui va capter sur le câble en frottant sur le câble. C'est ça le caténaire. C'est ça qu'on appelle le caténaire. Expliquez ça pour les gens qui ne connaissent pas ça. Là. Donc, le caténaire, c'est la ligne qui est physiquement passive tout le long des voies et le pantographe, c'est le pendant des voitures qui, elle, vient s'appuyer sur la je ne sais pas si on a une photo, je ne pense pas. On le voit, oui, on le voit sur cette image-là. Là, c'est l'espèce de câble qui passe au-dessus des voitures. Absolument. Donc, c'est le câble, un peu comme les câbles avec les pylônes. Donc, c'est des mâts, des pylônes qui tiennent le câble. Et sur la voiture, il y a un pantographe qui vient s'appuyer et frotter dessus. Les pantographes, pour la région de Montréal, parlant de la période hivernale, auront un grattoir. Donc, c'est un grattoir qui vient préalablement au contact enlever la glace sur la caténaire. Par contre, il arrive qu'il y en a encore plus. Donc, le verglas, une fois en 100 ans, parce que c'est ce qu'on a regardé, peut prendre place un peu trop sur la ligne. Donc, à ce moment-là, on fait circuler les trains 24 heures sur 24. On n'arrêtera pas les trains la nuit. C'est une disposition qu'on a dans notre contrat, selon les prévisions météorologiques en prévention. Ça n'enlève pas non plus l'autre moyen qui est, comme je vous disais tantôt, les grattoirs. Donc, on aura les deux moyens pour s'assurer qu'on maintient l'énergie nécessaire pour faire avancer nos voitures. Ça s'appelle ceinture et bretelles, en langage simple. Alors, on apprend tous en matière d'alimentation électrique. Je n'ai pas personne d'autre au micro. Est-ce que j'entends que vous voulez poursuivre la discussion avec nous? Oui, venez, monsieur. Je vous rappelle qu'on va pouvoir aussi poursuivre les discussions avec nos intervenants. En vous nommant, s'il vous plaît. Robert Wallet, oui, c'est bon. Là tout à l'heure, M. Wallet. Vous avez dit tantôt que vos estimations, c'est d'avoir 500 passagers par wagon. Donc, il y aurait 100 places disponibles pour les gens de l'île. Donc, je comprends que ça va être occupé à 80 quelques % dès le départ, là. Je sais qu'il y a des gens qui comptent beaucoup sur un transfert. Les gens vont laisser tomber l'auto pour aller vers le... Je trouve que commencer à 80, vous commencez haut. Ça va être rempli assez vite, tant qu'à moi, là, non? OK. Alors donc, dans le fond, vous dites, est-ce qu'on ne devrait pas prévoir plus de fréquences pour qu'il y ait un peu moins de monde dans les voitures quand elles arrivent à l'île des Sœurs, si je traduis bien votre question? Monsieur Beausoleil.
Bon, merci de votre question. Ça va me permettre de préciser les chiffres. Donc, lorsqu'on discutait tantôt, c'était 500 personnes en prévision présentes dans les voitures. Par contre, la capacité du train va jusqu'à 800 personnes. La capacité d'une rame de 4 voitures, ça va jusqu'à 800 personnes. Donc, les calculs, il y a un peu plus d'espace qui n'y se paraissait tantôt. Donc, c'est 800 pleine capacité. Notre offre de service est basée sur une occupation à 600, puisque c'est confortable. Et on croit qu'ils arriveront avec 500. Donc, il y a 2 étapes vraiment encore où on peut dire qu'il y aura un petit peu plus de jeu de coude dans les voitures. Merci. Si je n'ai pas d'autres intervenants, j'ai quelques messages. D'abord, un grand merci à vous tous de vous être présentés et aux techniciens et aux gens des équipes qui ont organisé les portes ouvertes et qui sont assurés du succès de cette rencontre. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire aux alertes texto, SMS, mettre le numéro de téléphone sur votre frigo, vous inscrire aux infolettres, que vous avez une fiche de commentaires à remplir à l'arrière qui nous aide à nous améliorer constamment et que vous pouvez rester avec nous pour discuter avec nos experts, ceux qui préfèrent cette formule. On est encore ici pour répondre à vos questions. Merci à tous et toutes d'être venus nombreuses, de vos questions constructives et pertinentes, et puis bon retour à la maison.